Sur Sud Radio, les rixes entre bandes rivales qui prennent de l'ampleur. Dans l'Essonne, et en moins de 24 heures, 2 adolescents ont été tués. Lundi, une rixe a éclaté à Saint-Chéron, une fille de 14 ans qui a trouvé la mort après un coup de couteau au ventre. Hier après-midi, à Boussy-Saint-Antoine, c'est un garçon de 13 ans qui a été tué. Toujours d'un coup de couteau, cette fois-ci au thorax. 2 drames qui se sont déroulés dans des petites communes habituellement paisibles. En un an dans l'Essonne, écoutez bien, les rixes entre bandes rivales ont quasiment doublé. 55 rixes en 2019, 99 en 2020. Le point commun, des jeunes, en général âgés de 13 à 16 ans, qui s'opposent, armés, bien décidés à en découdre. La question que l'on vous pose ce soir, l'État peut-il venir à bout de la guerre des bandes rivales? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. Est-ce que l'État est impuissant face à ces rixes de bandes? 0826 300 300, c'est le grand débat des vraies voix. La France a peur. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Les hommes de non-droit n'ont pas leur place dans une république et dans un état de droit. La France et les Français ne sont plus en sécurité et des mesures d'urgence s'imposent. Aucune infraction, si l'erreur soit-elle, ne doit plus être laissée sans réponse. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril. Essonne, l'État peut-il venir à bout de la guerre des bandes rivales? On en débat avec Philippe Bilger ce soir. Françoise Degois qui est avec nous, Philippe David et notre invité, c'est le criminologue Xavier Hofer. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Xavier Hofer, bienvenue. Votre dernier livre, Le crime mondialisé aux éditions du Cerf, c'est toujours d'actualité, Xavier Hofer? Ah bah oui, très bien. Xavier Hofer, comment expliquez-vous qu'on n'arrive pas, toujours pas à maîtriser, voire à mettre fin à cette ultra-violence entre bandes rivales, Xavier Hofer? Le 7 juillet 1993, j'ai le document ici, bien entendu. Voilà, le 7 juillet 1993, avec un collègue, nous avons le rédacteur en chef à l'époque de France Soir, qui était un grand quotidien, grand format à l'époque. Le rédacteur en chef de France Soir nous a donné 4 grandes pages du quotidien pour écrire sur le thème « Les banlieues, les bandes, les cités ». Vous avez dit tout à l'heure que le phénomène s'était aggravé ces temps derniers. C'est faux. Il existe en France depuis au moins 28 ans. Et naturellement, à la même échelle, M. Bilger, avec la même importance, avec des morts, avec des kalachnikovs, et personne n'y prête attention. Pourquoi? Parce que les batailles dont vous parlez, les bagarres de bande dont vous parlez en question, c'est le sous-produit d'une situation qui est la suivante. Il existe en France depuis, en gros, le début des années 80, une série de zones de non-droit, d'endroits où la police ne pénètre plus qu'exceptionnellement, où la gendarmerie ne fait pas son travail parce qu'on lui interdit de le faire, plus ou moins. Et dans les zones en question, les bagarres de bandes, car les bandes y existent depuis 30 ans, et je suis prêt à en fournir à qui le demandera la liste. Elle est extraordinaire. Savez-vous que dans ces quartiers et du fait de ces bandes, en 2020, il y a eu exactement 187 jours d'émeutes, ici ou là, naturellement, pas partout en même temps, en France, c'est-à-dire plus d'un jour sur 2. Et ça fait depuis 50 ans, depuis la présidence de M. Mitterrand, qu'on a baptisé tous les phénomènes qui émanent de ces zones politiques de la ville. On inonde ces zones d'argent pour la construction d'immeubles neufs, ce qui fait que, phénomène unique en Europe, nous allons bientôt être le pays, hélas, je le dis en riant, mais ça n'est pas drôle, où nous avons les bandits les mieux logés du monde. On refait des logements, on refait des HLM, mais on ne se préoccupe pas de la sécurité dans ces zones. Ce qui se produit est normal. Alors maintenant, si vous me permettez encore une seconde, pour conclure cette intervention, ces endroits grouillent d'armes désormais. On y trouve de plus en plus d'armes et parmi les armes en question, de plus en plus d'armes de guerre. Je vous prédis que dans les temps qui viennent, au lieu d'être des gamins de 12 ou 13 ans qui sont assassinés, ce seront des policiers ou des gendarmes. Ça a déjà failli se produire à plusieurs reprises. Dans une cité marseillaise, il y a quelques semaines de ça, des voyous ont pointé des armes de guerre, des kalachnikovs sur les policiers qui essayaient de les poursuivre et un de ces jours, ils vont tirer. La réalité est celle-là. J'ai tous les éléments, toutes les preuves, tous les éléments à disposition. Dites-moi, ils n'étaient pas moins jeunes, les membres de ces bandes, il y a 20, 30 ans, ils ont 13 ans, 14 ans, 12 ans, tiens, 12 ans, vous avez parlé d'un gamin de 12 ans. Est-ce qu'ils n'étaient pas moins jeunes il y a 25 ans, Xavier Hofer? Ils avaient quelques années de plus, c'est-à-dire 14 ou 15 ans pour la plupart d'entre eux, 16 dans le pire des cas, mais ce qui se passait à l'époque, c'est que depuis, comme on n'a rien fait, naturellement, les gens s'aguerrissent, ils s'enhardissent. Et comme la
regrettable, Madame Taubira s'est empressée de mettre hors de toute forme de répression possible tous ceux qui avaient moins de 18 ans. Naturellement, les bandes en question ont reporté vers les plus jeunes les actes les plus dangereux parce qu'en fait, ils sont intouchables. Alors, on va écouter Gérald Darmanin dans quelques instants qui a repointé du doigt la responsabilité des parents. On va en débattre dans quelques minutes de cette nouvelle déclaration. Philippe Bilger, juste après Françoise. Philippe. Alors moi, je voudrais tenter de répondre à la question de Sud Radio. Il est évident que l'autorité de l'État ne suffira pas parce que ce qui se passe à l'heure actuelle et de plus en plus gravement et intensément, c'est une série de défaillances à plusieurs niveaux. D'abord, évidemment, Cérix, j'ose dire que ça ne me console pas de savoir que ça existait avant. On les appelait Apache, blouson noir. Ça devient, me semble-t-il, de plus en plus grave parce que la délinquance des mineurs est de plus en plus violente, et de plus en plus précoce. Il y a deux manières d'éluder le problème. C'est ou bien de le noyer sous une froideur scientifique avec des statistiques, ou bien de dire comme Dupond-Moretti que c'est un sentiment. Après tout, ça n'existe pas. Quand vous demandez au commun des citoyens ce qu'il en pense, il a l'intuition qu'on a une délinquance des mineurs, comme je l'ai dit à l'instant, de plus en plus violente, de plus en plus précoce. Alors d'où vient-elle ? J'ose dire en effet qu'il y a une défaillance radicale de la famille, des principes et des valeurs. Défaillance peut-être de ces familles recomposées qui malheureusement sont dans un état de décomposition sociale et morale. Défaillante également de la vie sociale, défaillance de l'autorité, défaillance des tribunaux. J'arrête là parce que je pourrais continuer, bien sûr. Donc l'État est totalement, sinon impuissant, du moins très largement désarmé, parce que pour arrêter cette délinquance et ces multiples risques qui s'aggravent, il faudrait que tous les niveaux que je viens d'évoquer parviennent à un niveau de rigueur et d'excellence qui n'existe pas. Alors, l'État ne peut pas tout. Vous parlez de l'éducation. En particulier, pardon, je termine, et le projet de loi, je me demande s'il est déjà voté, qui va réformer la justice des mineurs, à mon sens, c'est une catastrophe, parce que si une justice a besoin de rapidité, d'immédiateté, c'est bien celle-ci, on va faire l'inverse. Alors, vous parliez d'éducation, justement. Écoutez, avant de donner la parole, Françoise de Goise, qu'a déclaré Gérald Darmanin. Il repointe du doigt la responsabilité des parents. Écoutez. Il faut aussi se dire que la société n'est pas responsable de tout et que les policiers, les gendarmes, les maires ne peuvent pas faire à la place des parents une autorité qui consiste à ne pas sortir seul le soir quand on est un jeune adolescent, de ne pas avoir ce qui était le cas, des béquilles, des armes blanches, des barres de fer. Je pense qu'on conviendra tous ensemble que ce n'est pas l'équipement naturel d'un enfant de 13 ans ou de 14 ans dans la rue, et rappeler que les parents ont un devoir d'autorité. Ce que dit Darmanin, François, c'est un aveu d'échec, un aveu d'impuissance. Oui, en même temps, il enfonce quand même des portes ouvertes. C'est vrai. Bien sûr que les parents, on se voit. Vous savez, en plus, la sociologie, elle a quand même changé. Quand on parle de parents, souvent dans le cas de ces mineurs, moi j'ai fait beaucoup de reportages et puis j'ai travaillé beaucoup sur la banlieue dans le cadre de mes fonctions politiques. C'est évident qu'il n'y a aucune culture de l'excuse dans ce que je dis, mais il y a une explicitation. Souvent, c'est des familles monoparentales, des mamans qui généralement mettent 14 heures pour faire des journées de 8 heures parce qu'elles font le ménage à un endroit et puis elles vont à l'autre bout de Paris, etc. C'est des femmes souvent débordées. Et puis vous avez ce qui vient corréler, je pense que Xavier Hofer sera d'accord avec moi, vous avez le problème endémique et majeur de la drogue, c'est-à-dire que des mômes qui sont laissés un peu comme ça, libres par des parents ou un parent qui n'est pas là ou qui est défaillant ou qui est submergé parce qu'il est très sérieux, qu'il faut faire bouffer la famille, eh bien, évidemment que pour cet enfant, quand vous avez quelqu'un qui lui dit, écoute, fais le pisteur pour moi, ça va te rapporter 100 €, tu te mets au coin et tu siffles, tu fais le petit oiseau plutôt que d'aller à l'école, ou bien y aller un jour sur deux, eh bien, les mômes préfèrent ça, pouvoir s'acheter des fringues de marque, et puis ils préfèrent voir leurs parents rouler, leur protecteur rouler en SUV à 200 000 € que de voir leur mère prendre le métro. Donc il y a toute cette imagerie-là, et puis il y a une désertion, je le redis vraiment,
vraiment, il y a une désertion profonde de la France, dans ce cas-là, de plus représentatif. Souvent, dans ces endroits-là, vous n'avez que le collège comme bâtiment administratif. Vous avez, évidemment, la raison, je connais très bien Marseille pour y avoir habité, les quartiers nord, c'est un endroit, effectivement, où on ne rentre plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le problème endémique, le premier problème, c'est le problème de la lutte contre le trafic de drogue. C'est ça qui tient les quartiers. La priorité du ministre de l'Intérieur. Mais c'est une priorité parce que c'est normal, parce que ça génère l'ensemble. Oui. Voilà. Juste un dernier point. Allez-y, Françoise. En 2001, j'étais à Sao Paulo en reportage. Et j'avais rencontré Marta Suplicy, qui était la maire à l'époque. Et Marta Suplicy m'avait expliqué, elle m'a dit, quand vous irez vous promener, Françoise, dans Sao Paulo, il faut vraiment que vous ayez toujours le portefeuille du voleur. C'est-à-dire, c'est un petit portefeuille avec un peu d'argent. Xavier Refer doit savoir ça, puisqu'il est spécialiste de la criminalité. Ce portefeuille, il y a un peu d'argent. Et si vous vous faites braquer au feu rouge, vous donnez ce portefeuille pour éviter de prendre une balle. Et elle me disait, parce que vous serez étonné, mais ici, les enfants de 12 ans braquent. Et il y a 2001, il y a quasiment 30 ans, ça me paraissait, ou 20 ans, ça me paraissait extrêmement loin de nous. Je pensais que c'était une situation brésilienne. Eh bien, voilà. Et ça arrive en France. Française. Philippe David, juste après la parole. Xavier Refer. Ouais. Philippe après. Xavier Refer, sur ce qu'a expliqué Françoise de Gois. 20 ans plus tard, on vit la même situation donc qu'à Sao Paulo. Enfin, non, je caricature. Oui, bien sûr, mais bon. Il y a un certain nombre d'éléments qui m'étonnent dans ce qui vient d'être dit, à savoir que l'État ne peut pas tout, mais l'État doit être sur le terrain. Or, dans les cités en question, depuis un demi-siècle, il n'y est plus. C'est vrai. Je me rends régulièrement dans ces quartiers-là. Il se trouve que je peux le faire parce que la différence entre les gens normaux et les criminologues, c'est que les criminologues qui font bien leur travail connaissent les gentils. Les gentils, c'est tous nos amis de Sud Radio, par exemple, mais ils connaissent aussi les méchants. Et pour m'accompagner dans des quartiers comme les Bosquets à Montfermeil ou des quartiers extrêmement chauds, j'ai avec moi des gens qui me protègent et qui font qu'il ne m'arrive rien. Je peux vous garantir que dans les quartiers où j'ai été récemment, il y a quelques semaines, je devais être le premier blanc septuagénaire à y mettre le pied depuis 30 ans. La manière dont les gamins me regardaient, ils avaient sans doute vu plus de martiens que moi. Et donc, pour dire les choses clairement, ce sont des endroits où la police n'assure plus la sécurité. On les appelle les territoires perdus de la République. Oui. Et effectivement, ils sont perdus pour tout le monde, sauf pour les voyous. S'agissant de ce qu'a dit Madame sur le trafic de drogue, ça n'est pas vrai. Ce qui suscite la présence du trafic de drogue, c'est le fait que des quartiers sont hors contrôle et sous le contrôle maintenant d'individus armés, des bandes. Non, on ne dit pas la même chose. Vous parlez... parfaitement non. Il ne faut pas se tromper de diagnostic quand on fait de la médecine. Et donc, le fait que qu'est-ce que vous voulez expliquer? Jusqu'où vous voulez aller? Expliquez-moi, parce que vous expliquez homme blanc, septuagénaire, donc ça veut dire que évidemment ce sont des quartiers et que la criminalité n'est que. Si vous me laissez parler, allez-y, Xavier Refer, allez-y. Expliquez-moi pourquoi on dit la même chose sur la drogue en fait. Non, on ne dit pas la même chose. Il y a 30 formes différentes d'infractions dans les quartiers en question. Il y a les marchés aux voleurs, il y a les prostitutions des gamines qui sont en errance, etc. Et tout cela dépend d'un phénomène surplombant qui est le fait que ces quartiers sont hors contrôle et que plus personne n'y fait régner l'ordre depuis au moins 50 ans. À part les dealers, c'est ce que j'ai exagéré la même chose. Mais mais si, bien sûr que si. Bien sûr que si. Mais non, laissez parler le criminologue. Ces individus-là ne sont pas dealers. Les bandits n'ont pas de métier. Vous comprenez? Ils sont multicartes. Et donc, ce sont des bandes qui contrôlent et dont les activités sont un jour la drogue, le lendemain la prostitution, le lendemain. Les gens honnêtes ont un métier, les bandits n'ont pas de métier. Ce sont des bandes, des gens opportunistes. Allez, je vais réagir Philippe Bilger, Philippe David dans quelques instants. Je voudrais juste accueillir Corinne de Chamonix, Philippe Bilger, qui nous attend depuis longtemps. Et juste après, je donne la parole. Et Philippe David, qu'on n'a pas entendu. Corinne, bonsoir. Bonsoir les vrais voix. Bonsoir Corinne. Corinne, comment ça va? Et merci Madame de Gois d'avoir parlé des remontées mécaniques. C'est super, je vous remercie. C'est la Pyrénéenne qui parle, vous voyez. Voilà. Donc, moi, je voulais vous dire sur le sujet, donc je suis assez d'accord avec Monsieur Bilger. Je trouve qu'il vient rock'n'roll depuis qu'il passe dans votre émission. Il est rock, on l'adore. C'était déjà le cas avant, vous savez. Il est punk. Mais par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord sur tout parce qu'il me dit des bandes. Moi, j'ai 58 ans. Moi, j'étais en campagne, en Moselle, à Volstroff. On avait notre bande, 14 ans. On partait en mobilette avec nos blousons noirs et on se battait au bal. Et notre trophée, c'était d'avoir un œil au beurre noir.
c'est l'émancipation, les bandes, c'est l'émancipation des parents, c'était un peu révolutionnaire, on croit qu'on refait le monde, on se croit des caïds. Maintenant, c'est le degré de violence. Et le degré de violence, alors je ne sais pas la psychologie, je ne connais pas ce monde-là, mais je m'imagine que ce degré de violence, est-ce que l'honnêteté paye ou l'honnêteté ne paye pas? Est-ce qu'un prof qui gagne 1 800 € dans un quartier, on ne le respecte plus, mais on respecte le caïd qui a sa Porsche et qui... malheureusement, oui. C'est ce que je disais. Mais les bandes, moi je parle pas de drogue parce qu'ils sont trop jeunes. Là, c'est des bandes parce qu'ils ont fait leur communauté. Mais on l'a tous fait. Enfin, je sais pas, on a été punk, nous on est passé partout. Moi, je suis passé partout. On a les mêmes mots, les mêmes gestes, c'est nos copains, c'est notre deuxième famille, c'est voilà. Maintenant, c'est le degré de violence. Et est-ce que, voilà, moi, c'est ce que je me demande, est-ce qu'un flic qui gagne 1 700 € et qui sort de l'école, on le respecte? Non, on respecte l'ancien qui a de la bouteille et qui est vachement tolérant et qui a du vécu. Vous voyez, je veux dire, c'est plein de choses qu'il voudrait refaire dans l'humanité. Oui. Mais voilà. Ah, j'adore. Tout s'inverse, Corinne, malheureusement. Allez, Philippe David. Mais bien sûr, vous avez raison. Dans ces quartiers, il y a de l'humanité aussi. Hein. Je voudrais poser une question à Xavier Hofer. Je vais remonter un peu plus haut que Sao Paulo. Je vais aller à New York. J'ai connu l'époque, la première fois où je suis allé à New York, où la première nuit où j'y ai dormi, j'ai été réveillé par 3 fusillades. Bien sûr. C'était avant la tolérance zéro. Parce que ça résonne. C'était avant la tolérance zéro. J'y suis retourné 20 ans après. Je me baladais à 1h du matin dans New York sans aucune crainte. Est-ce que, quelque part, Xavier Hofer, on pourrait imaginer, parce que la preuve que quand il y a de la volonté politique comme à New York, ça marche. On y arrive, ça pourrait marcher en France. La tolérance zéro, Xavier Hofer. La situation des États-Unis est totalement différente et pas comparable. Chez moi aussi, était à suivre des patrouilles de nuit de la police de New York. L'abondance des armes à feu aux États-Unis, 330 millions d'Américains, 360 millions d'armes légères en circulation, n'a rien à voir avec ce qui se passe en France, heureusement. Un élément est quand même comparable, et cet élément-là existe dans l'arsenal juridique français et pourrait être appliqué. Vous savez que les dames ont du dissolvant à ongles, il existe un parfait dissolvant à bandes, c'est-à-dire un dispositif qui permet de dissoudre les bandes. Cette disposition, qui n'est jamais appliquée en France, ou exceptionnellement, par exemple, pour des maris violents, etc., c'est l'injonction pénale. L'injonction pénale permet, alors naturellement, pour pouvoir faire efficacement de l'injonction pénale, il faut disposer en amont d'un système de renseignement criminel, c'est-à-dire d'un système qui va permettre en quelques semaines ou quelques mois, de remonter toutes les activités d'une bande dans un quartier donné. À partir du moment où dans les respects de la loi, bien entendu, où toutes les informations en question ont été collectées, elles sont transmises à un juge d'instruction. Le juge d'instruction a parfaitement la capacité, aujourd'hui, de convoquer les membres de la bande et dire qu'à partir de maintenant, dans un périmètre donné, entre la rue Machin et la rue Truc, parce qu'une bande est toujours territoriale, il est interdit aux gens en question de s'y coaliser entre eux, et à partir de ce moment-là, la bande tend à disparaître puisque les individus ne peuvent pas se fréquenter entre eux et sur un territoire donné. Mais on manque de fonctionnaires. Vous vérifiez ça? Vous êtes le premier à dire que ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de fonctionnaires et qui ne rentrent plus. Donc l'idéal, c'est ce que dit Xavier Hofer. Nous avons c'est ce qu'il faudrait faire. Toutes les villes en question maintenant disposent de systèmes de vidéosurveillance parfaitement au point, et on peut avoir une connaissance fine de ce que font des gens sur un terrain donné sans avoir une patrouille de police dans les rues. Et donc ça, ce serait pas possible. Ça n'a jamais été appliqué pour les bandes. Allez, le mot de la fin, Philippe Bilger, on a quelques secondes. Malgré quelques nuances, je crois tout de même que le point de vue de Françoise de Gouin n'est pas éloigné de celui de Xavier Hofer. Parce que les deux renvoient l'explication des bandes et de la violence à une délinquance. Mais moi, ce qui m'a frappé dans les événements récents, par exemple le meurtre de cette jeune fille de 14 ans à Saint-Chéron, c'est que nous n'étions pas dans ce type de configuration, et j'y vois autre chose qui est peut-être plus psychologique que délinquentiel, si j'ose ce terme, c'est que ces bandes deviennent une sorte de fraternité qui
console parfois de familles qui sont discutables, qui sont pas assez aimantes et qui surtout, finalement, ces bandes ont besoin d'une existence. Oui. Et je suis en bande parce que j'ai besoin de m'affronter à une autre bande, même s'il n'y a pas de problème de drogue. Formidable. Bravo. Oui. Merci Bravo, à vous. Philippe. Merci Xavier Hofer, criminologue qui était avec nous. Votre dernier livre, Le crime mondialisé, c'est aux éditions du Cerf. Ce débat est à retrouver en podcast sur le site sudradio.fr, l'application et notre chaîne YouTube. On se retrouve dans quelques minutes pour le clin d'œil des vraies voix avec Jean-Marie Bordry. À tout de suite.